Bienvenue à la série de balados Utopia, qui s'intéresse aux questions éthiques que soulève l'intelligence artificielle. Au cours de 6 épisodes, Utopia vous propose des réflexions sur les enjeux éthiques de l'IA dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail, de la justice, des arts et des changements climatiques. Vous aurez l'occasion d'entendre les différents points de vue éthiques des personnes expertes dans l'application de l'IA dans leur domaine. Cette série de balados a été réalisée par le Collège de Rosemont et de l'Université de Montréal dans le cadre du projet intitulé Éthique et intelligence artificielle en enseignement supérieur pour un développement responsable de l'IA avec et par-delà la Déclaration de Montréal. Ce projet a été rendu possible grâce à l'aide financière du PIA, c'est-à-dire le pôle montréalais d'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Utopia, le balado où l'on discute des progrès actuels et à prévoir de l'intelligence artificielle et des enjeux éthiques que son développement soulève dans des secteurs clés de nos institutions démocratiques et citoyennes. Duralex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi, dit le proverbe latin. Les IA reposent sur des algorithmes qui sont des processus de calcul complexes, froids, mais impartiaux. Insensibles à tout appel au sentiment, l'intégration de cette nouvelle technologie dans le domaine de la justice serait-elle annonciatrice d'une justice impartiale permettant d'évacuer les impondérables facteurs humains? Aujourd'hui, nous parlerons de justice, de droit, de loi et des façons que l'éthique permettrait d'encadrer l'usage de l'IA et des données numériques qui la nourrissent avec deux personnalités incontournables au Québec relativement à la réflexion juridique et philosophique en matière d'IA. Il s'agit de maître Karim Ben-Yeklef et de M. Jocelyn Maclure. Alors, en ce qui concerne notre premier invité, maître Karim Ben-Yeklef est membre du barreau depuis 1985 et professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal depuis 1989. Il est rattaché au Centre de recherche en droit public qu'il a dirigé de 2006 à 2014. Il est directeur du laboratoire de cyberjustice qu'il a fondé en 2010 et dont les travaux visent particulièrement à accroître et faciliter l'accès à la justice. Il est titulaire, entre autres, de la chaire de recherche Lexum en information juridique depuis octobre 2014. Il est aussi co-responsable de l'axe droit, cyberjustice et cybersécurité à l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Il s'intéresse donc au développement de l'IA dans les domaines sensibles du droit et de la justice dans leur rapport à la société. Monsieur Karim, pouvez-vous vous permettre de vous présenter brièvement à nos auditrices et auditeurs et d'enrichir ce portrait bien trop sommaire? Pourriez-vous décrire vos activités et intérêts actuels dans le domaine du droit relativement à l'IA ou encore ce qui vous a amené à vous intéresser à l'intelligence artificielle et à son développement? Oui, merci Christian pour cette introduction. Je m'intéresse aux effets des technologies de l'information et de la communication, comme on disait à l'époque et comme on dit encore un peu aujourd'hui, depuis le milieu des années 80. Le numérique, évidemment, a beaucoup évolué, mais les grandes questions concernant celui-ci demeurent assez semblables. Ceci dit, pour préciser les travaux que je conduis, je crois qu'il serait nécessaire de faire référence notamment au projet AJC, Autonomisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice et l'intelligence artificielle, qui est un partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui regroupe une cinquantaine de chercheurs et une quarantaine de partenaires, des acteurs du secteur public, du secteur privé et du secteur communautaire, des ONG. L'idée de ce projet, de ce partenariat de 6 ans, qui a démarré en 2018, qui va se terminer en principe en 2024, mais là, je crois que ça va être plus 2025, est justement de cerner le recours à certains outils dans le domaine de la justice, c'est-à-dire vraiment dans le règlement du conflit. Pas tellement en amont, dans la recherche, des choses comme ça, de la recherche juridique. Bon, ça nous intéresse, mais de manière plutôt périphérique, mais surtout vraiment dans l'utilisation de la justice, qu'elle soit administrative ou judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux judiciaires, les affaires criminelles, les affaires civiles, ou les tribunaux administratifs, qui concernent la majorité des citoyens, en passant,
c'est-à-dire, je sais pas moi, les questions relatives à la santé et la sécurité au travail, aux normes du travail, même à la consommation. On pense à l'Office de protection des consommateurs. Et donc, essayer de voir si ces outils, parce qu'il y a beaucoup de, comme on dit dans le domaine de vaporware, hein, dans le secteur vaporware, c'est-à-dire de la vapeur, du blabla, si je puis dire. Alors, voir si ces outils sont vraiment utiles et en quoi ils peuvent être utiles, quels sont les dangers qu'ils posent, etc. Et donc, pour ce faire, on a des partenaires du secteur privé qui nous donnent accès à certains de leurs outils. Mais ça ne suffit pas, on en développe nous-mêmes. Et au laboratoire, on a une équipe de programmeurs et d'informaticiens. On collabore aussi avec d'autres collègues aux États-Unis, ici à Montréal, là, au Milan notamment, pour développer des agents conversationnels en matière d'accès au droit. C'est important de pouvoir connaître avant tout ces droits pour déterminer la possibilité d'intenter une action ou un recours quelconque. C'est le projet JusticeBot sur lequel on pourra revenir un peu plus tard, hein, un agent conversationnel, un chatbot. Et finalement, on a développé déjà depuis plus de 20 ans, mais vous savez, ça prend du temps dans la vie, parfois, il faut être tenace. Et aujourd'hui, cet outil dont je parle, c'est des outils de règlement en ligne des conflits, en anglais Online Dispute Resolution, qui avait été développé d'abord dans le cadre des conflits qui étaient nés sur Internet et qu'on voit maintenant de plus en plus utilisés par les tribunaux judiciaires en amont du processus judiciaire lui-même pour, mon Dieu, alléger le fardeau des dossiers, enfin le nombre de dossiers qui existent devant les tribunaux. Et ces plateformes de règlement en ligne des conflits, qui sont des plateformes numériques, donc, peuvent aisément faire usage de l'intelligence artificielle dans certains cas pour faciliter l'accès au droit, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Alors, c'est un peu les travaux que je conduis en ce moment. Monsieur Jocelyn McClure, docteur en philosophie, a été professeur titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval en éthique, philosophie politique et philosophie du droit pendant 17 ans, avant de joindre le département de philosophie de l'Université McGill en 2021, où il occupe la chaire Jarilowski de recherche in Human Nature and Technology. Outre l'éthique et la philosophie politique, il s'intéresse à la philosophie de l'intelligence artificielle. Il est aussi président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec depuis janvier 2017. Brièvement, pour nos auditrices et auditeurs, pourriez-vous décrire vos activités et intérêts actuels dans le domaine de l'éthique et de la philosophie politique relativement à l'intelligence artificielle, ou encore ce qui vous a amené à vous intéresser à l'intelligence artificielle et à l'impact de son développement technologique? Oui, je dirais que mes travaux actuels et mes réflexions actuelles sur l'intelligence artificielle comptent deux grands volets. Un volet qui est plutôt en philosophie plus fondamentale et théorique, et un volet qui est davantage en philosophie pratique, donc en éthique appliquée, philosophie politique et ainsi de suite. Sur le volet donc plus spéculatif, là, ce qui m'intéresse comme philosophe, c'est tout le discours très répandu présentement sur le développement futur de l'intelligence artificielle. Et plusieurs nous disent que bon, il y a eu des progrès récents et que ces progrès donc vont continuer et qui vont même s'accélérer, si bien que plusieurs considèrent qu'à un certain moment, l'intelligence artificielle va rejoindre l'intelligence humaine. C'est ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire que les IA seraient capables, auraient un ensemble de compétences cognitives, un peu comme les êtres humains l'ont déjà, et que même les IA pourraient nous dépasser. C'est ce qu'ils appellent la super intelligence artificielle. Et une fois qu'on aurait donc ces agents artificiels dotés d'une super intelligence, ces agents pourraient poser ce qu'ils appellent un risque existentiel à l'humanité même, parce que bon, ils seraient plus intelligents que nous et parfois leurs intérêts pourraient diverger de ceux des nôtres. Et un autre discours qui est fréquent, c'est que comme on ne sait pas exactement comment les êtres humains et d'autres animaux sont devenus conscients, c'est-à-dire que la conscience est souvent définie comme l'effet que cela fait que d'avoir certaines expériences. Donc, si je vois la couleur rouge, par exemple, ça me fait un certain effet. Ou si j'écoute une pièce de musique ou que je prends un expresso, j'ai une certaine expérience subjective. Et pour l'instant, on considère que les IA sont pas conscientes de cette façon-là, mais certains pensent que ça pourrait aussi émerger
chez ces agents artificiels. Donc là, il y a là des hypothèses philosophiques très, très ambitieuses et très spéculatives. Et dans mes travaux, donc, je développe ce que j'appelle une approche déflationniste en montrant pourquoi, pour l'instant, malgré les avancées récentes, on n'a pas de bonne raison de penser que les IA pourraient devenir à la fois super intelligentes et conscientes, et que ce faisant, donc, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain semble encore la prérogative, vraiment l'apanage des êtres humains. Donc, je tente de montrer pourquoi il faut encore avoir des attentes beaucoup plus modestes là, par rapport au développement futur de l'IA, étant donné donc les limites des meilleurs systèmes d'intelligence artificielle actuels. Donc, c'est ce qui m'occupe dans le volet, disons, plus théorique et spéculatif de mon travail en philosophie de l'intelligence artificielle. L'autre versant de mes travaux est plutôt en philosophie pratique et en philosophie politique, en éthique appliquée, et c'est sur les applications existantes ou à venir là, de l'intelligence artificielle dans différents secteurs de la vie humaine, et de tenter d'évaluer tant les bénéfices que les risques qu'engendre l'utilisation de l'IA dans différents secteurs d'activité. Et mes travaux de recherche plus spécifiques là, portent en particulier sur le problème de la boîte noire ou le problème de l'explicabilité des décisions ou prédictions donc faites par des systèmes d'intelligence artificielle. On sait que ces systèmes peuvent parfois être très efficaces, mais les raisons qui justifient une décision ou une prédiction demeurent obscures. Et donc, je réfléchis aux différents problèmes éthiques que cette opacité cause. J'ai un autre projet sur la protection de la vie privée, donc à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, comment devrait-on faire évoluer nos lois sur la protection de la vie privée? Et finalement, un autre projet sur davantage la justice distributive, c'est-à-dire que l'IA permet d'automatiser des tâches et de plus en plus de tâches cognitives dans plusieurs secteurs d'activité économique. Certains acteurs y gagnent cette automatisation, investissent dans l'automatisation permise par l'IA, et d'autres dans nos sociétés sont plus vulnérables face à ces transformations. Donc, l'idée est à partir des théories de la justice distributive en philosophie politique, de réfléchir à donc comment tenter de maximiser les bénéfices de l'IA et de réduire au maximum ses effets délétères sur les citoyens qui sont les plus vulnérables. Merci bien pour cette présentation. Alors, on a certainement l'occasion d'y revenir concernant ces deux dimensions de votre recherche actuelle. Alors, nous aborderons donc aujourd'hui, en guise de problématique, les quelques questions entourant l'usage de l'IA dans le domaine de la justice et du droit. On va essayer ensemble de répondre globalement aux questions suivantes, ou moins d'apporter des pistes de réponse à ces diverses questions qui sont en quoi l'usage de l'IA transforme-t-il le rapport du citoyen avec la loi, le domaine juridique et contractuel, voire le recours aux tribunaux? Est-ce que l'IA pourrait accélérer le processus judiciaire au Québec ou démocratiser l'accès au conseil juridique? Quels sont les enjeux légaux et juridiques liés à l'utilisation des données numériques et de traçage en tout genre? Dans les situations de piratage et de vol de données sensibles, verra-t-on prochainement des poursuites en cours contre des sociétés privées ou publiques pour négligence quant à la protection de données relatives à la vie privée? Alors, notre exposé se déroulera en trois parties. La première portera sur l'état des lieux de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la justice et du droit. La seconde, quelles sont les perspectives critiques en matière d'éthique quant à l'usage de l'IA? Et finalement, quelle place occupera la Déclaration de Montréal ou pourrait occuper la Déclaration de Montréal comme outil normatif? Alors, première partie. Je m'adresse donc à Monsieur McClure. Alors, Jocelyn, comme vous m'autorisez tout à l'heure à vous appeler. Alors, Jocelyn, en tant que président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec,
quelle opportunité touchant la justice et le domaine juridique semble surgir au Québec avec l'émergence de cette technologie qu'est l'intelligence artificielle, le développement des algorithmes en programmation et l'explosion des banques de données massives? Oui, je pense que en ce qui concerne les applications de l'IA dans le domaine de la justice, de façon générale, c'est un peu le même genre de bénéfices que dans d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que là, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont très efficaces pour accomplir donc des tâches cognitives très précises, assez étroites. Après avoir été entraîné avec l'aide là, de grands ensembles de données, des données massives. Ces algorithmes-là, donc il y a plusieurs approches en apprentissage automatique ou en apprentissage machine. Mais dans tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est que l'algorithme soit capable de repérer, d'identifier des relations significatives au sein de grands ensembles de données, donc des patterns ou des modèles dans les données. Sur la base de ces corrélations très, très larges là, qui sont repérées dans les données, de faire, par exemple, des prédictions qui vont être efficaces ou d'offrir des recommandations, donc d'accomplir différentes tâches qui pourraient permettre d'accélérer soit certains processus de prise de décision ou de rendre ces prises de décision plus adéquates, plus efficaces. Que ce soit en santé ou dans le système juridique, c'est un peu la même chose. On peut en arriver soit à des diagnostics précoces lorsque c'est une application donc clinique en santé, ou si dans le domaine du droit, on pourrait arriver, par exemple, à faire en sorte qu'on est capable de traiter, par exemple, plus de cas ce faisant, donc, de faciliter l'accès aux tribunaux. L'accès aux tribunaux, là, Karim le sait mieux que moi, c'est un problème réel. Ceux qui doivent attendre trop longtemps, bon, il y a des préjudices que ça peut engendrer. Donc, en accélérant et en rendant plus précises certaines processus de prise de décision, ça peut générer donc des bénéfices d'un point de vue éthique là qu'on peut saluer. Si c'est possible aussi de faire en sorte, par exemple, là, Karim parlera peut-être de ce projet-là sur un agent conversationnel. Si on a les citoyens ont un meilleur accès à de l'information de nature juridique pour mieux connaître leurs droits, ça aussi, c'est un bénéfice d'un point de vue éthique. Si les firmes d'avocats arrivent aussi à traiter plus de dossiers ou au final à charger moins d'heures aux clients parce que un algorithme a réussi à analyser par exemple une jurisprudence volumineuse ou d'autres corpus volumineux, si ça se traduit par moins d'heures chargées aux clients, mais encore là, ça peut avoir pour effet de faciliter l'accès à la justice. Je pense donc d'un point de vue général, et c'est ce qu'on fait à la Commission d'éthique en sciences et technologies, on cherche à éviter deux travers, nous semble-t-il, lorsqu'il est question des enjeux éthiques des nouvelles technologies. D'abord, c'est de penser que les solutions technologiques sont toujours les meilleures et entre autres les plus équitables à différents problèmes sociaux complexes. À chaque fois qu'on utilise une technologie, ça peut créer des risques, ça peut causer des torts ou des préjudices. Donc, il faut être sensible à ces risques-là et respecter la complexité des problèmes de société. Donc, on cherche d'un côté à éviter le solutionnisme technologique qui prétend que les solutions technologiques devraient souvent être prioritaires là, dans nos approches à différents problèmes. Mais on cherche aussi à éviter ce qui est très fréquent là, par exemple dans les sciences humaines et sociales,
des approches plus qu'on associe au catastrophisme, des approches, donc des analyses entièrement unilatérales, centrées exclusivement sur les risques associés à l'utilisation de technologies et souvent qui vient avec une dramatisation des risques. Souvent, des risques peuvent être réduits, mitigés et ainsi de suite. Donc, on cherche à éviter tant le catastrophisme que le solutionnisme technologique. Et ce que ça implique, ça, c'est de bien comparer les bénéfices réalistes là, auxquels on peut réalistement s'attendre là, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, tout en prenant au sérieux aussi les risques que ça engendre et de tenter de proposer des solutions d'encadrement des algorithmes pour réduire les risques et maximiser les bénéfices. Et les risques, évidemment, on pourra en reparler, mais il y a ce problème de l'opacité dont je parlais tout à l'heure. Si on ne connaît pas les raisons qui mènent à des décisions, à des prédictions, c'est difficile d'évaluer, par exemple, pour faire le lien avec un autre problème éthique. C'est difficile d'évaluer s'il y a eu une décision qui est discriminatoire, si on n'a pas accès aux raisons qui justifient une décision. Et donc, ça peut causer un problème d'équité ou de discrimination. Il y a toute la question de la protection, la difficile protection de la vie privée, sachant que les IA donc traitent des données en très grande quantité et que lorsqu'on met en relation des données, même anonymisées, ça peut révéler des informations personnelles. Il y a le problème aussi par rapport à l'attribution de la responsabilité lorsque des prises de décision sont automatisées, s'il y a erreur, défaillance ou une décision, par exemple, discriminatoire, à qui imputer la responsabilité. Donc, ça aussi, c'est un enjeu éthique important. Il faut être capable de distribuer la responsabilité aussi lorsque des décisions dont les conséquences sont importantes là, sur le sort des personnes sont prises. Il faut être capable d'imputer la responsabilité pour les décisions. Et évidemment, l'introduction d'agents artificiels vient complexifier cette tâche-là. Donc, on est attentif à ce genre de problème-là aussi. Mm-hmm. Alors, je comprends bien. On essaie de naviguer entre Caribe des Scylla entre deux extrêmes, solutionnisme technologique d'une part, catastrophisme de l'autre, et cette nécessité d'être capable de pondérer les risques de façon, on pourrait dire, mesurée pour parvenir finalement à dégager des bénéfices de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Karim, Jocelyn vous a lancé une perche. Est-ce que vous souhaiteriez l'apprendre, à savoir nous présenter un peu plus concrètement un exemple de cet usage dans votre domaine de prédilection? Oui, bien sûr. En fait, au laboratoire de cyberjustice et avec mes collègues, on préfère l'expression intelligence augmentée, qui suscite un peu moins de fantasmes et qui est peut-être plus réaliste aussi parce que en ce qui concerne le droit, donc du texte, essentiellement, c'est de l'information du droit, c'est des décisions, c'est des lois, des règlements, etc. On est quand même assez loin du juge robot. Là. Vraiment, le droit, c'est d'abord et avant tout des causalités et les outils d'intelligence augmentée font essentiellement des corrélations. Alors, c'est très difficile. Mais ces difficultés ne signifient pas que c'est complètement inutile. Non. Il faut distinguer peut-être deux aspects. Ce que j'appelle les services juridiques, legal services en anglais, et les applications processuelles. Alors, les legal services, c'est ce que les cabinets d'avocats font beaucoup, et même les étudiants en droit, c'est-à-dire optimiser les outils de recherche. Ces outils de recherche existent depuis les années 70, mais qui, avec les derniers développements, sont optimisés. Alors, évidemment, c'est plus facile de faire de la recherche. Enfin, ça a un effet pervers qui avait déjà été identifié il y a une bonne dizaine d'années, c'est que quand vous allez devant le tribunal et que vous êtes une avocate ou un avocat, et que vous avez un point de droit à plaider, bon, en général, la décision du plus haut tribunal sur ce point suffit. Mais comme maintenant c'est très facile d'avoir accès aux décisions,
vous avez des avocates enthousiastes qui débarquent dans le bureau du juge ou enfin, dans sa salle d'audience avec 50 décisions sur le même sujet. Alors, vous voyez que ça crée une sorte d'inflation textuelle, si je puis dire, qui n'apporte rien, qui est en fait tout à fait inutile. Bon, alors donc, vous avez les services juridiques, les legal services de cette nature, recherche facilitée, où les développements récents sont utiles, ce qu'on appelle le e-discovery aussi, c'est-à-dire les cabinets d'avocats souvent doivent faire des audits dans des masses très importantes de dossiers, d'informations. Alors évidemment, ces outils facilitent cette identification. Alors ça, c'est une chose. Sinon, on a ce que j'appelle les applications processuelles, où là, c'est beaucoup plus délicat. C'est-à-dire que, bon, aller chercher, on a l'habitude de faire ça dans des grandes masses de données, c'est assez, je dirais pas facile, mais enfin, c'est quelque chose qu'on connaît. Les applications procédurales, c'est autre chose. C'est-à-dire de pouvoir développer un outil qui est en mesure, non pas tellement de vous donner de l'information, j'y reviendrai tout à l'heure, mais de pouvoir décider, ça, c'est jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus délicat. Alors, ça peut être possible pour certains types très paramétrés de conflits, où il y a vraiment c'est presque alors là, c'est plus de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle symbolique des années 80, ça. Un arbre de décision, tac, tac, tac. Si vous répondez oui, ça fait ça, si ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire un peu. Et pour certains trucs, certains types de décisions très paramétrées, de secteurs très paramétrés, c'est faisable. Bon. Alors, mais ce peut être très utile aussi quand même pour ce qu'on appelle l'accès au droit. J'ai parlé des cabinets d'avocats, bien entendu, mais aussi pour le citoyen ordinaire. Alors, on a collaboré avec le tribunal administratif du logement, qui nous a remis plus d'1 million de décisions, qui n'étaient pas toujours très utiles à un moment donné, parce que ces décisions n'étaient pas uniformes, n'étaient pas cohérentes au plan de la forme, justement, et ça prend pas mal d'huile de coude encore. On n'est pas arrivé encore à développer des outils qui permettent d'automatiser tout, et y compris l'identification de types de problèmes. Mais quand même, on a réussi, à partir de différentes méthodologies, à développer ce JusticeBot, qui est en fonction d'ailleurs depuis le mois de juillet dernier au tribunal administratif du logement, de plus de 20 000 requêtes, etc., et qui permet, à partir d'un questionnement assez simple, de fournir des informations aux justiciables. Alors, par exemple, aux justiciables, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Y a-t-il des punaises de lit chez vous? Depuis combien de temps? Le propriétaire a-t-il été averti? Enfin, en répondant à certains types de questions, l'outil est en mesure, à ce moment-là, de pouvoir identifier, non pas donner des conseils juridiques, parce que là, le barreau ne serait pas content, mais de fournir de l'information, et plus exactement, des décisions qui ressemblent tout à fait à celles que vit le justiciable. Des faits presque similaires, parce qu'encore une fois, on est dans ce qu'on appelle des conflits de basse intensité, et c'est relativement paramétré. Hein. Bon, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais on n'est pas en matière constitutionnelle ici. Là. On est dans un domaine vraiment beaucoup plus paramétré, comme je le disais. Alors donc, l'outil est en mesure, à ce moment-là, d'identifier des décisions. Les décisions de la Cour du tribunal administratif du logement ou de l'ancienne régie, là, peu importe, sont relativement courtes et assez simples à lire. Hein. Ce n'est pas des décisions avec des grands points de droit, là. C'est surtout des points factuels. Alors, cet outil, évidemment, là, il est utile. Et ça permet, là, on l'a fait pour les relations locataires-locateurs, mais évidemment, on va l'appliquer aussi, c'est une matrice qu'on va aussi développer pour la consommation, pour le travail, les normes de travail, pour ce que j'appelle les conflits de basse intensité. C'est ces conflits-là, ce sont ces conflits-là qui empoisonnent la vie des citoyens au jour le jour. Là. Hein. On n'a pas encore développé, et je ne crois pas que je verrai ça de mon vivant, ni celui de mes enfants ou de mes petits-enfants, d'outils qui seraient capables de prendre une décision en matière constitutionnelle. Si on y arrive un jour, ben, on verra bien. Mais enfin bref. Alors donc, le JusticeBot répond à cela. Et donc, en ça, quand c'est couplé à ce que j'appelle ces plateformes de règlement en ligne des conflits, une plateforme numérique qui permet également aussi de régler des conflits de basse intensité, eh bien là, vous venez de donner accès au droit, JusticeBot,
et accès à la justice, plateforme de règlement des conflits, aux citoyens, vraiment à peu de frais. Alors, je vais vous donner un exemple, je crois qu'il va vraiment illustrer mon propos. On a développé, donc, moi j'avais développé au milieu des années 90 les premières plateformes au monde de règlement en ligne des conflits, les Online Dispute Resolution, parce qu'on se posait la question, hein, vous avez un conflit sur Internet, quand Internet est devenu grand public en 94, là, quand la National Science Foundation a lâché le morceau, si je puis dire, eh bien, tout de suite, nous, juristes, on s'est posé la question, bah, écoute, s'il y a du commerce, c'est bien, mais quel est le tribunal compétent, quel est le droit applicable? Et c'est faire appel à des notions de droit international privé, qui est un droit très sophistiqué, souvent lié aux questions de droit familial ou de droit des investissements, etc., mais qui apparaissait beaucoup trop complexe pour des conflits de basse intensité, c'est-à-dire l'achat pour 100 euros, 100 dollars de biens et services sur Internet. Donc, l'idée de développer à ce moment-là des mécanismes alternatifs de règlement en ligne des conflits a surgi. Et fort de cette expérience, notamment avec les noms de domaines qu'on a réalisés à la fin des années 90, où là, il était démontré qu'il était possible de régler des conflits quand même assez importants. Hein. Quand Universal Pictures s'est fait prendre son nom de domaine, c'est quand même pas rien, mais qui était possible de régler en ligne des conflits qui étaient assez importants, parce que vous comprendrez bien qu'à l'époque, les juristes étaient très, très hésitants, pour ne pas dire sceptiques, quant à la possibilité de se faire. Mais ensuite, on s'est dit, il faut peut-être que le système judiciaire en bénéficie. Alors, ça aura pris un lent processus de maturation, 20 ans, on va dire, pour que ces plateformes soient maintenant connectées au système judiciaire. Alors, vous avez de plus en plus aux États-Unis des plateformes de règlement en ligne des conflits qui apparaissent comme en amont du processus judiciaire. C'est-à-dire que je vais déposer ma demande pour ma machine à laver qui est cassée, là, ou qui est, enfin, peu importe, ou un produit quelconque que j'ai acheté en matière de consommation ou dans d'autres secteurs, et je passe par ces plateformes d'abord, et si le problème se règle à cette étape-là, tout le monde est content, sinon, après certaines étapes, le juge peut s'en saisir en ligne. Donc, dans plusieurs États américains, on a ça, et on a ça aussi au Canada. On a développé, nous, la plateforme pour les conflits de copropriété en Ontario, le Condo Authority Tribunal. On travaille avec la Saskatchewan pour développer une quarantaine de plateformes pour régler les conflits relatifs aux contraventions, à la consommation. Alors, on a développé ici au Québec la plateforme pour l'Office de protection des consommateurs. Je vais vous donner quelques chiffres, simplement pour illustrer l'utilité, si je puis dire, dans cette perspective évoquée par Jocelyn, l'utilité de ce type d'outil. Alors, si vous avez un conflit de consommation dans le district de Montréal, vous avez acheté une machine à laver la vaisselle, encore une fois, et puis c'est pas la bonne couleur, il y a des frais cachés, elle est défectueuse, peu importe, vous pourrez avoir une date d'audition à la division des petites créances de la Cour du Québec dans un délai de 11 à 18 mois. Bon, ça fait quand même, c'est un peu long. Évidemment, ça ne répond pas forcément aux problèmes que vous avez. L'utilisation de la plateforme, et ça, ce sont des chiffres du ministère de la Justice du Québec, donc je n'invente rien, l'utilisation de la plateforme permet de régler le même conflit en 21 jours. Et un autre avantage pour l'État, notamment, et pour le citoyen aussi, le citoyen, c'est gratuit, et pour l'État, ça lui revient 12 fois moins cher de régler ce type de conflit que par l'intermédiaire du tribunal classique. Par ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, la Cour suprême a rendu l'affaire Jordan sur les délais en matière pénale et criminelle, en instaurant des délais très stricts, en disant que toute affaire pénale ou criminelle devant la Cour du Québec devrait être réglée dans un délai de 18 mois, et devant la Cour supérieure dans un délai de 30 mois. Donc, faire en sorte que les juges, maintenant, ils sont évidemment soumis à certaines pressions pour répondre à ces affaires qui sont des affaires certainement de haute intensité quand on parle d'affaires pénales et criminelles, en comparaison, encore une fois, de ma machine à laver la vaisselle. Alors, je crois que ce type d'outil, donc qui fait appel en partie à l'intelligence artificielle, je pourrais y revenir pour vous le décrire plus précisément, ces plateformes de règlement en ligne des conflits, répondent vraiment à des besoins aussi managériels, même si je ne crois pas que ce soit évidemment l'objectif essentiel de ces types de plateformes. L'objectif essentiel, c'est l'accès au droit, l'accès à la justice. Mais si en même temps ça répond à ces objectifs managériaux, pourquoi pas. Et un dernier chiffre, quand on utilise ces plateformes, 75% des conflits se règlent à cette étape, que ce soit par la négociation entre les parties directement ou par l'intervention d'un tiers, le médiateur. Alors, vous avez donc 75%
d'affaires qui ne se retrouveront pas devant le tribunal à la satisfaction, je crois, de tous, puisque le taux de satisfaction de ce type de plateforme, encore, selon les chiffres du ministère de la Justice du Québec, s'élève à 90%, ce qui me semble effectivement assez important. Donc, pour conclure, l'intelligence augmentée peut être tout à fait utile dans ce que j'appelle les conflits de basse ou même moyenne intensité, les conflits relativement paramétrés qui sont bien balisés au plan juridique. Il peut toujours survenir un problème important dans ces questions, dans ce type de conflit. Ce sera évidemment à ce moment-là aux opérateurs de la plateforme de pouvoir divertir ce type d'affaires pour les soumettre véritablement à un juge si c'est des questions de droit qui sont soulevées. Et par ailleurs, pour la recherche, l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée se révèle utile. Mais une fois qu'on a dit ça, tous les fantasmes sur le juge robot, etc., doivent être mis de côté, je crois, pour l'instant, puisque la technologie, on n'en est pas là. Le développement d'agents conversationnels suppose beaucoup d'huile de coude. On a développé à la faculté de droit, donc on bénéficie d'un bassin d'étudiants qui sont enthousiastes et qui peuvent y aller. On peut automatiser certaines étapes, et c'est ce sur quoi nous travaillons, mais ça demande encore, ça reste encore un exercice qui n'est pas qui demande un effort. Voilà. Alors, merci pour cette réponse très élaborée. Vous avez, d'une certaine manière, répondu à la question que je vous aurais soumis s'agissant justement des avantages dans votre secteur, dans le domaine de la cyberjustice. Quels pourraient être les avantages? Très clairement, on voit qu'il y a des avantages du côté tant de la recherche que de résolution de conflits avec, en ce qui concerne le développement vous avez appelé ça application de processuel, c'est bien ça, le domaine d'application processuelle. Alors, pour résoudre justement les conflits de base et peut-être même moyenne intensité à satisfaction des gens, puisque 90% de taux de satisfaction pour un conflit, c'est somme toute peut-être au-delà de certaines espérances. Mais ça peut même, parce que on parle de moyenne intensité, je n'ai pas donné cet exemple, aux Pays-Bas, ils ont même appliqué ce type de plateforme pour des conflits en matière familiale, en matière de divorce, de partage des biens, de garde d'enfants, etc. Parce que ça a aussi un avantage, c'est que ça dépassionne les relations. Quand vous passez par l'intermédiaire d'une plateforme, vous savez, c'était des questions qu'on s'était posées dès le début d'ailleurs. Est-ce que vous auriez voulu voir votre adversaire, entre guillemets? Très souvent, ben non, ça ne sert à rien. Et effectivement, à ce moment-là, très souvent, on travaille avec des psychologues aussi au labo, on s'aperçoit que les gens focalisent sur la tête du client ou du vendeur plutôt que de se focaliser sur la résolution du problème. Et donc ça a un avantage, d'une certaine manière, c'est comme une sorte de truchement par lequel on passe, la technologie, qui permet de diminuer ou d'atténuer les affects. Effectivement, un autre intérêt de la chose. Je vais vous poser une question commune à tous les deux. Vous l'avez laissé entrevoir à travers le fantasme du juge robot, mais c'est la question que je vous pose, qui n'importe lequel de vous deux décidera de répondre en premier. Quelles seraient les fausses menaces que l'on devrait écarter afin de mieux informer l'opinion publique et prévenir les peurs inconsidérées à l'égard de ces nouvelles technologies et des systèmes d'intelligence artificielle relativement à leur usage en contexte juridique ou légal? Alors, quelles seraient ces fausses menaces ou ces fantasmes qui pourraient générer des peurs inutiles relativement à l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle? Peut-être brièvement, je pense que, bon, je suis parfaitement sur la même longueur d'onde que Karine, là. Si parmi les craintes qui sont répandues là, par rapport à l'IA, il y aurait la crainte qu'on pourrait automatiser complètement la résolution, disons, juridique là, des conflits. Je pense que ça, c'est même pas à l'horizon là, pour l'instant. Donc, il devrait y avoir là, des percées radicales et majeures qui seraient faites là, avant qu'on puisse penser automatiser là, vraiment des larges pans de notre système juridique, étant donné les limites épistémiques et cognitives là, des systèmes d'intelligence artificielle.
Donc, pour l'instant, on est très loin de ce que j'ai appelé l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une forme d'intelligence multidimensionnelle, c'est-à-dire capable d'effectuer des tâches cognitives de nature différente. Donc, les IA, encore aujourd'hui, hein, et malgré les progrès réels, ont pas ce qu'on appelle souvent un sens commun. Le sens commun, c'est ce qui nous permet, par exemple, hein, d'exercer correctement notre faculté de jugement dans des situations nouvelles ou inédites ou surprenantes. Lorsqu'on est confronté soit à des faits ou à des dilemmes plutôt inédits, l'IA peut pas s'appuyer sur une espèce de sagesse, disons, plus intuitive ou spontanée, qui fait en sorte qu'on va savoir comment se comporter dans une situation nouvelle. L'IA est excellente, comme je disais tout à l'heure, pour repérer des régularités dans des grands ensembles de données. Donc, c'est une approche qui est massivement inductive, hein. On part de cas d'espèces, d'exemples, et on monte en généralité en repérant des modèles, des récurrences dans les données. Ça peut être extrêmement utile, mais ça reste étroit comme compétence cognitive. Donc, il ne s'agit pas de systèmes capables de réfléchir à partir, bon, voici des règles ou des principes généraux que je vais appliquer à des situations, ou qui peut s'appuyer sur cette espèce de sagesse, disons, plus intuitive que les humains et que les animaux, plusieurs animaux ont aussi. Donc, on est très, très, très loin d'une automatisation parfaite ou de voir un litige réglé par un juge robot. Donc là, je suis parfaitement en phase avec Karim, et je pense qu'il a raison de parler d'intelligence augmentée. Donc l'idée, parfois, il y a une certaine confusion, c'est pas que le concept d'intelligence artificielle peut être remplacé par celui d'intelligence augmentée, parce que toutes les technologies que l'on utilise servent à augmenter notre intelligence, hein, à nous rendre plus compétents pour accomplir différentes tâches ou à mieux maîtriser notre environnement pour réaliser nos fins. Donc, toutes les technologies, tous les outils, hein, que les êtres humains inventent, hein, servent à augmenter, hein, nos capacités cognitives. Et l'IA actuellement contribue justement à augmenter, disons, l'intelligence totale. Donc, effectivement, on est dans une situation d'intelligence augmentée. Si je pouvais relancer Karim sur certains des points qu'il a dit. Donc, je pense que ces exemples sont excellents pour montrer comment il peut y avoir des bénéfices réels à l'utilisation de l'IA. Tout le monde sait qu'il faut envisager et mettre en place des modes alternatifs de résolution des conflits pour désengorger les tribunaux. Il y a plusieurs conflits on voudrait avoir l'intelligence, hein, de pas devoir se retrouver devant les tribunaux pour régler certains litiges, hein, entre concitoyens ou des conflits familiaux et ainsi de suite. Si l'IA et des plateformes en ligne peuvent aider par la médiation, entre autres, à faire en sorte que des personnes entrent en dialogue et trouvent une solution qui est mutuellement satisfaisante, je pense que c'est un bénéfice très, très important. Une question que j'aurais pour Karim, c'est donc de quel type d'intelligence artificielle est-il question ici, hein, et tu l'as dit toi-même qu'on pourrait y revenir, parce que pour l'éthicien, évidemment, on veut voir quels sont les risques inhérents à des technologies précises. Et s'il s'agit, par exemple, hein, pour une bonne part, d'algorithmes d'IA qui sont ancrés dans le paradigme de l'IA symbolique, hein, où l'algorithme en consiste en une longue série de règles essentiellement logiques qui, au fond, donnent une sorte de recette, hein, pour arriver à une bonne recommandation, à un bon conseil. Ben là, les risques, hein, éthiques sont assez faibles, hein, parce qu'on est capable de retrouver le cheminement logique qui a mené à un conseil ou une recommandation ou une suggestion donnée. Ça peut être, par exemple, un arbre décisionnel. Si c'est un système expert, hein, c'est un peu plus complexe, mais là, en plus de notre système, disons, logico-déductif, hein, qui permet de faire des inférences, mais dont on est capable de retracer
Encore là, toute l'architecture logique du système. À côté de ça, on a une base de connaissances substantielles, les connaissances que l'algorithme a besoin pour arriver, par exemple, à faire de bonnes suggestions. Et là, il faut programmer ces connaissances dans la base de connaissances. Donc, des systèmes basés sur la connaissance. Si c'est ce genre de système-là, encore là, les enjeux éthiques sont assez limités parce que généralement, on est capable d'expliquer les décisions qui sont prises, de faire retracer le cheminement logique. S'il y a des formes, si on réalise qu'on est mieux capable d'évaluer s'il y a des biais discriminatoires qui sont présents. Mais s'il s'agit d'apprentissage automatique, mais là, les problèmes éthiques dont je parlais tout à l'heure se présentent et il faut les prendre à bras le corps. Donc, est-ce qu'il y a de l'apprentissage automatique? J'imagine que oui, mais dans quelle mesure on a affaire à de l'apprentissage automatique, y compris peut-être de l'apprentissage profond, qui est l'approche qui pose le plus de risques d'un point de vue éthique. Très bien, merci. Alors, non, il n'y a pas d'apprentissage profond comme tel. C'est quelque chose sur lequel travaillent certains collègues aux États-Unis qui sont partie de l'équipe, mais ne sont pas très convaincants jusqu'à maintenant. Alors, essentiellement, pour parler du justice bot, de l'agent conversationnel, il y a d'abord une annotation qui est faite. Une annotation à la main, carrément, etc. Et ensuite, par une série, et là, c'est un peu ça relève un peu plus du système expert, on est en mesure, à ce moment-là, en développant des règles et en donnant des réponses, etc., de pouvoir suivre le cheminement d'une affaire et de répondre adéquatement, on le souhaite, aux questions posées par le justiciable. Alors l'idée maintenant, et c'est ça le nouveau défi, c'est de pouvoir, donc on peut resuivre très facilement le raisonnement à ce moment-là. Il suffit d'aller dans les coulisses, si je puis dire, dans l'arrière-scène, pour pouvoir, et on l'appelait Justice Simulator, là, c'est assez aisé. Et là, ce sur quoi nous travaillons, et ça c'est le défi qui est plus délicat, c'est de pouvoir utiliser l'apprentissage automatique pour pouvoir annoter automatiquement les décisions et les affaires. C'est là sur quoi nous travaillons. Et c'est ça qui pose cette difficulté, parce qu'encore une fois, travailler sur des images, parce que, les grands succès d'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler, c'est souvent des histoires de surveillance et de contrôle dans ces populations, par le facial recognition, reconnaissance faciale, des trucs en matière de radiologie, alors l'image. Mais le texte, c'est très complexe. Je parle à quelqu'un qui travaille avec des textes, il sait très bien de quoi il s'agit. L'interprétation, tout ça, c'est plus délicat. C'est pour ça que je crois que dans les domaines très paramétrés, c'est un peu plus facile, même si ça suppose beaucoup de difficultés. Par ailleurs, ce qui peut intéresser Laetitia et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, pour en revenir aux plateformes numériques, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure aussi pour dire comment est-ce qu'on intègre dans ces plateformes le règlement en ligne des conflits des outils d'IA, la question des nudges, de ces coups de pouce, de ce paternalisme libertaire, mis de l'avant il y a quelques années déjà par Cass Sunstein et compagnie, et qui sont revenus à la charge avec leur concept de noise aussi, là, récemment. J'étais à Paris, justement, on a entendu parler de ça. Enfin bref. Et les fameux dark patterns aussi. C'est-à-dire, sur une plateforme, je pourrais très facilement inciter un justiciable, quel qu'il soit, à régler son affaire, même si ça ne l'avantage pas, par différents boutons, une ergonomie logicielle sur la plateforme. Et ça, évidemment, c'est un danger. Parce qu'un État serait, même libéral, là, serait toujours enclin, pour des considérations managériales, de vouloir régler cette affaire rapidement et donc d'encourager les gens à régler, même à leur détriment. Alors là, ça pose des questions. La question des nudges, coups de pouce, des dark patterns, etc., sur lesquels on est très, très sensible. On a un projet de recherche justement sur cette question plus précisément, de faire en sorte de développer des plateformes qui soient neutres, autant que faire se peut, du point de vue de la résolution des conflits. Il faut être très prudent, c'est très délicat. Et l'IA, alors donc j'ai parlé de l'IA tout à l'heure
pour ce qui est du JusticeBot pour l'accès au droit, mais on veut aussi intégrer cet outil dans les plateformes pour pouvoir collecter au fur et à mesure, donc ça va être des collectes d'informations, des affaires qui transitent par la plateforme et qui pourront permettre, parce qu'au niveau de la négociation, les parties sont seules à seules. Vous avez le consommateur et le marchand, par hypothèse, et après avoir on aiguille le consommateur de manière très précise pour éviter, encore une fois, des affects qui risqueraient de le divertir de la résolution du problème. On essaie aussi on lui demande de faire des propositions. Il ne suffit pas de se plaindre et de dire, voilà, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez? Un remboursement, une diminution de prix, etc. Encore une fois, c'est assez paramétré dans ce type d'affaires. Et parfois, évidemment, la personne, le justiciable, a des attentes qui sont trop élevées. C'est-à-dire, on m'a pas livré mon frigo, j'organisais un cocktail, j'en recevais 10 amis à la maison, je demande $5 000 de dommages-intérêts. Bon, évidemment, c'est tout à fait ridicule. Alors, l'outil peut à ce moment-là dire, bah, écoute, dans ce genre d'affaires, puisque j'en ai traité beaucoup, en général, par hypothèse, c'est un remboursement ou une diminution de prix, ou alors des petits dommages de $50. Alors, c'est dans ce cadre-là aussi où l'IA peut être utile pour aider le justiciable et également, parce qu'on a quand même un problème d'analphabétisme fonctionnel qui n'est pas négligeable au Québec, de faire en sorte que ces outils peuvent aussi, qu'on puisse utiliser la voix. Ça, on n'a pas encore, on y travaille, pour faire en sorte, évidemment, qu'à ce moment-là, ceux qui souffrent d'analphabétisme, qui ne sont pas forcément en mesure, même si la plateforme est simple, il y a quand même des fois des enjeux qui peuvent se poser, ils puissent l'utiliser. L'idée aussi, ce serait évidemment d'utiliser les maisons de justice qu'on a au Québec, là, qui sont une justice de proximité, où les gens pourraient aller pour régler leurs problèmes avec l'aide d'une personne. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut envisager. Parce que l'objectif dans toute cette aventure, pas de développer des outils pour le plaisir de développer des outils, c'est vraiment de rendre la justice, le droit accessible d'abord, et ensuite l'accès à la justice. Il ne faut pas que la justice soit, comme elle l'est très souvent et trop souvent, une justice un petit peu éloignée des préoccupations des citoyens, tout un système de règles et de procédures qui ne sont pas adaptés pour ce que j'appelle ces conflits de basse intensité et qui contribuent à la crise des institutions publiques, puisqu'évidemment, à ce moment-là, si la justice n'est plus accessible pour des affaires assez simples, comment fait-on? Je vais vous relancer sur une autre question pour terminer ce point, peut-être le clore assez brièvement parce que le temps file. Selon vous, les citoyens et l'appareil législatif québécois ont-ils ce qu'il faut pour relever les défis que pose l'explosion des données numériques massives, l'émergence des algorithmes, l'utilisation de ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle en matière de justice? Est-ce que les citoyens sont suffisamment outillés pour les employer correctement ou si, on va dire, on va dire, accéder à cette forme de justice-là? Peut-être d'abord du côté de l'État et des organismes publics. Il y a une grande volonté là présentement. Je pense que c'est comme ça en Occident de façon générale, mais au Québec en particulier, hein, d'opérer cette révolution numérique, hein, où on veut offrir de plus en plus de services aux citoyens en utilisant donc les différents outils numériques. En valorisant davantage les données dont disposent l'État, les ministères et les organismes publics et parapublics, et de plus en plus en intégrant des outils d'intelligence artificielle dans les différents processus décisionnels ou sur le plan de l'offre de services. Donc, il y a cette volonté de prendre un grand virage numérique et technologique au sein de l'État. Est-ce que les conditions préalables sont réunies? Je pense que clairement pas dans tous les secteurs. Là, à la Commission d'éthique en sciences et en technologie, on travaille sur les usages de l'IA en santé et ce que les experts, tant en IA et
en santé, d'un point de vue clinique ou administratif, nous disent, c'est que l'infrastructure technologique de base est pas présente présentement pour penser vraiment maximiser le potentiel de l'IA en santé. Ça prend des systèmes informatiques qui sont donc à jour, mais qui sont capables d'interopérabilité, y compris entre les différents établissements de santé. Ça prend des dossiers patients bien informatisés, facilement accessibles et ainsi de suite. Donc, sans ces conditions préalables, c'est difficile donc de penser qu'on va pouvoir vraiment intégrer résolument l'IA. Donc, je ne sais pas ce qu'il y en est sur le plan du système de justice. Mais dans l'État, de façon générale, ça prend aussi une grande expertise en technologie de l'information et de la communication. Et au sein de l'État, il manque beaucoup de ces experts dans les différents ministères. Donc, entre les promesses de l'IA et cette idée qu'on va beaucoup miser sur l'IA et les conditions préalables, là, il y a encore un espace considérable qui fait que bon, il faut avoir des attentes, je pense, plus réalistes et modestes là, par rapport aux gains qu'on peut faire grâce à l'IA. Oui, je partage l'avis de Jocelyn à cet égard et dans le domaine de la justice, vous savez, avant de penser à ces outils un peu plus performants, il faut d'abord numériser l'existant. C'est déjà toute une tâche. J'ai étudié dans un projet précédent, un partenariat également du Conseil de recherche en sciences humaines pendant plus de 7 ans, les différents années, jusqu'à 2018, 2011, enfin dans ces années-là, bref, les différentes expériences qui ont été conduites de numérisation de la justice au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, donc dans le monde occidental en général. Et je dois dire que parce que on ne parle pas de ça depuis hier, là, on parle de ça depuis le milieu des années 90, grosso modo, ce qu'on appelait les systèmes intégrés d'information de justice, ça a été des échecs presque partout. Il y a eu des petits succès isolés, à droite, à gauche, mais les systèmes intégrés d'information de justice, ces gros mammouths informationnels ont tous échoué parce que justement, Jocelyn y a fait référence, c'est notamment la question d'expertise dans l'état de ces questions et aussi d'autres aspects. C'est d'ailleurs pour ça que le laboratoire, on l'a créé notamment, c'est parce que c'était souvent des projets qui étaient technologiquement conduits. C'est-à-dire que vous aviez vraiment des experts du secteur privé de très haut niveau qui créaient un comité de pilotage avec 12 ingénieurs, 10 programmeurs, 2 juges et demi et 3 avocats. Et évidemment, ces pauvres personnes étaient complètement, ne pouvaient pas saisir ces questions. Alors, ces projets doivent être conduits évidemment par les juristes d'abord et avant tout, dans le domaine juridique, évidemment, dans le domaine judiciaire, c'est ce dont je parle, doivent être moins ambitieux. L'approche modulaire. La question de l'interopérabilité est fondamentale aussi. Elle ne l'est pas. Souvent, c'est des systèmes qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Prenons l'exemple fédéral. Vous avez la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, qui disposaient de 2 systèmes distincts. Vous imaginez? On parle de la même juridiction, là, quand même. On n'est pas entre la Saskatchewan et le Québec, là. Et je pourrais multiplier ces exemples. Donc, numérisons d'abord, et c'est un effort que le Québec est en train de faire, en engageant, c'est une première d'ailleurs, en engageant beaucoup de programmeurs. Bon, pourront-ils les garder? Ça, c'est une autre question parce que la compétition est très rude. Et donc, il y a un grand travail à faire de numérisation dans le domaine judiciaire qui est loin d'être fait. Et il faut bien préciser, je le précise d'entrée de jeu, que les magistrats et les avocats, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas du tout réfractaires. D'ailleurs, ils sont de plus en plus jeunes, de toute façon. Depuis 30 ans, là, quand on parle de ces questions, quand même, les dinosaures sont partis, si je puis dire. Et donc, ils sont de plus en plus jeunes et sont tout à fait, en général, tout à fait enclins à utiliser ils utilisent eux-mêmes à titre personnel. C'est l'État qui met plus de temps à y arriver pour de multiples raisons. Alors, merci pour cette dernière réponse qui clôt notre première section concernant l'état actuel de l'utilisation de l'IA et de ses potentialités en matière de justice.
On passerait maintenant à la deuxième partie concernant les perspectives critiques et éthiques sur ces usages. Ma première question s'adresserait d'abord à Jocelyn. Question plus générale et plus philosophique. Quelles sont les approches éthiques que l'on pourrait ou devrait faire intervenir pour identifier ou déterminer les limites éthiques de ces usages de l'IA dans le domaine des lois ou de la justice? Alors, parmi ces approches possibles, là, on peut évoquer l'éthique conséquentialiste, l'éthique utilitariste, entre autres. Est-ce que ce serait une approche déontologique ou bien il faudrait se tourner davantage vers des conceptions éthiques qui sont moins rationalistes, telles que l'éthique du sentiment ou de la sollicitude? C'est une question très générale sur les approches éthiques qui seront peut-être les plus fructueuses dans cette matière pour limiter ou encadrer l'IA. Merci. Je pense que la réponse à cette question est pas entièrement déterminée par notre analyse de l'intelligence artificielle. Je pense que ça relève plutôt de la théorie éthique générale et de quelle approche à la réflexion éthique on favorise. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'une des graves erreurs de la philosophie morale des 50 dernières années est de penser que les différentes approches éthiques sont mutuellement exclusives. C'est vrai dans certains cas, mais qu'on peut résolument faire un choix en pensant qu'une théorie éthique particulière va nous offrir les meilleures réponses éthiques dans toutes les questions éthiques que l'on se pose. Et ça, je pense que c'est mal avisé. Je pense qu'il faut voir quels sont les problèmes éthiques que l'on doit résoudre. Et dans certains cas, par exemple, une approche que je favorise habituellement pas, mais dans certains cas, l'éthique de la vertu va être notre meilleure approche lorsqu'il est question de penser quel est le caractère moral qu'on souhaiterait, par exemple, que les citoyens des sociétés d'aujourd'hui acquièrent. Quelles sont les vertus qu'on voudrait qu'ils manifestent et les vices qu'ils évitent. Hein? Donc, lorsqu'il est question de penser des programmes d'éducation, par exemple, on peut pas faire complètement abstraction de cette approche-là. Alors que dans d'autres domaines, par exemple en santé publique, en temps de pandémie, une approche utilitariste va souvent être nécessaire. C'est-à-dire qu'on veut maximiser les bienfaits, les bénéfices, tout en réduisant au maximum les torts et les préjudices, en sachant qu'il va toujours rester que chaque décision de santé publique va créer aussi des préjudices pour certaines personnes, mais on veut les mitiger, les réduire le plus possible, les méfaits. Hein. Dans d'autres cas, lorsqu'il est question des droits fondamentaux des personnes, je pense que là, une approche déontologique est nécessaire. Et souvent, en IA, je pense qu'on peut pas faire l'économie d'une approche déontologique qui va dire, bon, il y a certains principes moraux qui valent intrinsèquement et qu'on veut qu'ils se traduisent dans un ensemble de droits auxquels les citoyens devraient avoir accès ou que l'on souhaite protéger d'une façon particulièrement robuste. Et s'il s'agit, par exemple, d'automatiser des décisions qui ont des impacts très importants sur la vie des gens, donc soit sur leurs droits fondamentaux, donc des décisions qui pourraient, par exemple, être discriminatoires en ce sens que des motifs prohibés sont finalement utilisés pour prendre une décision. Ça peut être sur la vie privée des personnes, ou ça peut être sur leur santé, s'il s'agit donc d'utiliser l'IA dans le domaine de la santé. Donc, lorsqu'il est question lorsque les droits fondamentaux sont en jeu, ou lorsque la santé et sécurité des personnes est en jeu, donc là, je pense qu'il faut adopter une approche déontologique, c'est-à-dire, on veut offrir une protection robuste d'un ensemble de droits et libertés,
Et si on n'est pas capable d'avoir des garanties suffisantes que lorsqu'on utilise l'IA, on est capable de s'assurer que les droits fondamentaux vont être respectés, ben, il ne faut pas automatiser dans ces cas-là. Il faut que ceux qui développent ces solutions technologiques nous disent, ben, voici comment on est capable de montrer là qu'on protège véritablement la vie privée ou qu'il n'y a pas de biais discriminatoires qui se sont infiltrés là, dans le fonctionnement de l'algorithme et on est capable de le démontrer. Si on n'est pas capable d'offrir ces garanties, mais je pense qu'il faut pas automatiser dans ces cas-là. Il faut que ça soit encore que la décision reste entre les mains de personnes humaines qu'on peut tenir imputables et que on peut tenter de trouver des solutions soit institutionnelles qui font en sorte que les décideurs humains vont prendre de bonnes décisions, des décisions justifiées. Évidemment, le décideur humain n'est pas parfait, on pourra en reparler, mais si l'IA demeure opaque ou si on n'est pas capable de certifier les algorithmes ou de les auditer correctement, je pense qu'il faut, ce serait précipité de les utiliser lorsque les décisions prises ont des impacts importants sur les droits fondamentaux, sur le bien-être des êtres humains. Et là, c'est plutôt une approche déontologique, je pense, qui nous permet d'arriver à une telle conclusion. Alors, merci. Si vous me permettez, Karim, je vous lancerai avec une autre question. Ça vous permettra peut-être de compléter ou de répliquer à ce que présentait Jocelyn. Si vous aviez un souhait à exaucer, quelles mesures ou instances vous souhaiteriez-vous instaurer ou promouvoir afin d'encadrer l'usage des SIA pour améliorer l'état du droit au Québec? Et ça répondrait à quel enjeu en particulier? Bien. Le laboratoire de cyberjustice, c'est une unité de recherche du Centre de recherche en droit public. Et nous, depuis les années 80, on a une approche théorique, on va dire, qui veut que le pluralisme juridique soit souvent une solution plus féconde pour répondre à l'émergence des technologies, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine purement numérique. Alors, cette approche pluraliste fait en sorte qu'on ne se focalise pas sur la loi seulement. On sait qu'il peut y avoir d'autres moyens de normer certaines situations. L'éthique est très intéressante parce qu'elle agit souvent en amont. Elle permet un peu de déblayer le terrain et d'anticiper et de préparer le terrain pour ce que j'appellerais une normativité plus dure, éventuellement, que ce soit par le législateur proprement dit ou par d'autres instances. Il faut pas oublier non plus, et ça fait partie de cette théorie pluraliste, en tout cas qu'on a, c'est que la technologie n'est pas vraiment neutre, hein, et que le code, comme disait Larry Lessig, code is law, hein, c'est un cliché aujourd'hui de le dire, mais c'est un fait que les choix technologiques qui sont faits par les opérateurs ont des incidences normatives indéniables. Elles permettent ou elles ne permettent pas, elles imposent des choix. Hein, je parlais des nudges tout à l'heure, on est plongé là-dedans de manière quotidienne. Hein. Internet, au tout début, c'était un organe, on va dire ça, un médium très décentralisé, où vous étiez anonyme. Quand le commerce s'y est mis, c'est rajouté des couches d'identification qui ont fait évidemment que c'est devenu un instrument de contrôle quand même assez intéressant. Bon, alors la loi, c'est une façon de faire, les normes techniques également, les normes techniques et les standards, qui ne sont pas forcément le code, hein, c'est autre chose, que j'appelle des normativités alternatives, et évidemment le marché qui s'autorégule à l'occasion, mais bon, on a bien vu que s'il fallait compter sur le marché pour s'autoréguler, les dernières années nous ont bien montré que c'était peut-être un rêve. Et c'est pour ça que des concepts comme privacy by design, notamment qui datent quand même du milieu des années 90, sont des concepts dans lesquels j'ai quelques petites hésitations. Parce que on a peut-être presque 30 ans qu'on parle de ça, au moins 25 ans, on va dire.
J'arrête un Et instant. L'expression, c'est privacy. Comment pouvez-vous répéter l'expression? by design, c'est-à-dire privacy by design, c'est-à-dire de demander ou d'obliger les concepteurs d'applications logicielles à intégrer dans leur logiciel, dans leurs outils, des protections des données personnelles. Alors, c'est un concept que mon collègue Poulet avait lancé à Bruxelles là, il y a très longtemps, et Joël Reidenberg à Fordham aussi, fin des années 80. Mais ça n'a jamais vraiment levé parce que la liberté d'entreprendre étant ce qu'elle est, c'est très difficile en amont de dire à quelqu'un de le faire. Bon, dans le règlement général de la protection des données, on en parle. On verra ce que ça va donner à plus long terme. Et je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête où vraiment des entrepreneurs se limitent d'entrée de jeu. Mais bon, c'est pas inintéressant comme concept. Hein. Alors, il y a le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle qui est sorti là, il y a quelques mois déjà, et ça recoupe un peu ce que disait Jocelyn, qui envisage 3 catégories d'outils, on va dire, ou d'usages. Des usages prohibés, hein, la reconnaissance faciale dans les places publiques, par exemple, hein, dans les lieux publics, des caméras qui automatiquement détermineraient. Tiens, Karim Beniknef, il a été voir un match de hockey, ensuite il a été à la taverne. Il est sorti de la taverne très tard, d'ailleurs. C'est pas normal, ça. Bon, ça, évidemment, c'est prohibé. Des high risk, je m'excuse, j'ai la version anglaise, là, où là, on peut agir, mais avec très grande prudence, et les non-high risk, où il y a quand même aussi des obligations, mais évidemment, un peu moins. Alors, ça, c'est intéressant, parce que je dis, il ne faut pas être naïf, là. Hein. J'étais à Paris la semaine dernière, et on m'a sorti le cliché classique, la régulation tue l'innovation. C'est un truc que j'entends depuis 30 ans. Et effectivement, on n'a rien fait dans les années 90-2000 parce que Internet et le numérique, c'était assez nouveau. Alors, les États étaient assez naïfs, faut bien le dire, et puis pris dans cette illusion très libérale que tout le marché allait tout régler. Eh bien, cette absence d'intervention fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec des acteurs, mais alors gigantesques, ce qui vont être très, très difficiles à encadrer, que ce soit Google, etc. Et donc, on a laissé faire, en disant le marché va se réguler lui-même, c'est nouveau, il ne faut pas intervenir, il faut laisser le marché déterminer son modèle d'affaires, disait-on à l'époque. Bon, et le modèle d'affaires, finalement, qu'est-ce que c'est? Hein, pas très compliqué. Hein, c'est de la publicité. Alors, on ne peut pas dire que ça soit de l'innovation folle, mais enfin bon, peu importe. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est quand même informé de cette leçon qu'a été cette inaction des années 90, 2000 et suivantes, pour se dire, non pas précipitons-nous et légiférons de manière aveugle, mais basé sur les problèmes qu'on a connus, parce qu'il faut bien reconnaître que l'intelligence artificielle pose des questions que le numérique, si je puis dire, qui est plus large, hein, qui inclut posait déjà. C'est pas nouveau, ces questions de propriété de protection des données personnelles, pardon, même de propriété intellectuelle, questions de responsabilité, etc. C'est des questions qui étaient qui sont connues. Par conséquent, on ne part pas de zéro, on n'est pas devant des artefacts technologiques complètement nouveaux et qui nous désarçonneraient par leur nouveauté. Mm-hmm. Il y a des promesses, évidemment, qui sont tenues et qui sont proposées. On verra si elles sont tenues ou pas. Mais alors mon rêve, me demandiez-vous, cher Christian, eh bien, ce serait celui, sans doute, qui correspond même qui reprend plutôt, devrais-je dire, celui énoncé même par des collègues américains, hein, dans un pays où pourtant, Dieu sait si on ne peut pas trop intervenir dans le marché, ce serait de la création d'un organe de certification algorithmique. Pas nouveau ce que je dis, hein, plusieurs partagent cet avis, c'est-à-dire de certification de mise en marché. À l'heure actuelle, les ampoules électriques sont plus normées qu'un algorithme. Je caricature, mais à peine. Alors, je crois qu'on en est arrivé à un moment où, sans vouloir évidemment tuer la nouveauté, bien entendu non, mais peut-être envisager, à l'instar des médicaments, d'avoir des processus qui permettraient peut-être de classer d'abord certains types d'outils algorithmiques
qui passerait la certification de manière assez rapide, mais avec une réflexion sur des outils qui posent un peu plus de difficultés. Parce qu'on fait beaucoup les gorges chaudes du crédit social chez nos amis chinois, hein, en disant, mon Dieu, c'est horrible, regardez comme un... Mais bon, si on additionne différents outils qu'on a chez nous, au Québec, au Canada ou dans les pays occidentaux, on n'est pas si loin d'un code de crédit social, que ce soit déjà par les codes de crédit qui vous permettent de vivre ou pas de manière convenable et d'emprunter ici. Et si on y additionne d'autres types d'outils de surveillance, alors je crois qu'effectivement, le développement d'un tel organisme pourrait répondre à certaines craintes et même, je crois, contribuer, parce que c'est ce que nous disent souvent les acteurs, contribuer à une plus grande sécurité juridique. Souvent, ils nous disent, on veut des règles parce qu'on voudrait développer des outils, etc. Mais là, il y a une sorte de flou, par conséquent, ou un travail d'interprétation qui serait trop important. Alors, ce pourrait être une solution. Merci. Je vous propose peut-être une sorte de question à débattre entre vous deux autour de deux enjeux éthiques qui concernent d'une part le respect de l'autonomie et de l'autre peut-être celui de la responsabilité des parties prenantes à l'intérieur de la situation. Est-ce que vous pourriez juger prioritaire de revoir la législation québécoise en matière de données privées, tant pour distinguer entre les types de données, nominatives, anonymisées, personnelles, privées, sensibles, etc., que pour clarifier ce à quoi un citoyen consent de la façon la plus libre et la plus éclairée possible lorsqu'il accepte contractuellement qu'une SIA quelconque puisse stocker et utiliser ces données numériques? Alors, est-ce que vous considérez que ce serait prioritaire d'aller vers une législation améliorée en matière de données privées? Est-ce que ça pourrait faire du sens? Est-ce que ça pourrait être un surcroît de bénéfices si on allait sur ce côté-là ou si on allait dans une autre direction? Alors, je la mets au jeu. Tu es allé en premier, Karim? Oui. Je peux y aller, c'est comme tu veux. Vas-y. OK. Oui, donc la réponse à la question est oui. Je pense que l'évolution de nos différentes lois sur la protection de la vie privée est nécessaire, mais c'est déjà en cours, hein, tant au fédéral qu'au provincial. Il y a au moins 2 lois au provincial, là, une loi qui a été adoptée, une loi qui vient d'être déposée là, relative plus spécifiquement aux données de santé des citoyens. Donc, ce travail législatif est en cours et c'était absolument nécessaire parce que, bon, c'est des lois qui avaient été élaborées même avant la révolution de l'Internet, là. Et c'est nécessaire, pourquoi? Parce que je pense qu'on a raison de vouloir protéger la vie privée. Non, parce que c'est dérivé hein, de valeurs morales fondamentales, hein, dont celle de l'autonomie. Christian, vous avez raison là-dessus. Je pense que l'idée n'est pas que tout doit toujours demeurer privé, mais que les citoyens doivent jouir d'une large autonomie en matière donc d'informations là qui les concernent, qu'ils souhaitent partager, communiquer avec d'autres ou pas, hein, ou réserver certaines informations pour certains types de relations ou pour certaines personnes ou pour certains contextes. Ça fait partie de notre autonomie d'avoir un certain contrôle hein, sur ce qu'on souhaite communiquer par rapport à nous-mêmes ou ce qu'on souhaite garder privé. Donc, ça me semble être très important donc de bien protéger la vie privée là, au nom de cette valeur d'autonomie. Et ce qu'on a constaté, c'est que bon le modèle disons dominant pour protéger cette autonomie, c'est celui du consentement, hein? C'est-à-dire qu'on doit demander le consentement de la personne si on veut utiliser donc les données le concernant ou des données qu'il a produites. Et je sais que vous voulez un débat, mais je doute qu'il y aura un énorme débat entre Karim et moi là-dessus. Le modèle du consentement individuel est complètement
désuet et complètement inefficace là, pour protéger cette autonomie personnelle parce qu'il s'agit, les conditions d'un consentement éclairé et continu sont simplement pas présentes. Hein. Et ça, donc, je suis le premier à ne pas lire les différentes déclarations là, qui me sont soumises lorsqu'on me demande mon consentement parce que j'ai besoin du service rapidement et de toute façon, il y a plein de choses que je comprendrais pas dans les termes du contrat. Donc, il est clair que ce modèle-là est plus adéquat. Encore là, il faut éviter une erreur logique. Là. Le consentement n'est pas une condition suffisante de la légitimité du traitement ou de l'accès à certaines données. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas parfois une condition nécessaire. Hein. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, on n'a plus besoin de demander le consentement. Je pense que dans certains cas, il faut quand même demander le consentement, mais c'est pas une condition suffisante. Et il faut simplifier les formulaires ou les déclarations et ainsi de suite, mais ça peut être une condition nécessaire sans qu'elle soit suffisante. Si c'est pas une condition suffisante, mais il faut compléter hein, nos différentes mécanismes là, de réglementation ou d'encadrement de l'accès et de la gestion des données. Et je pense qu'il faut y aller plutôt avec des normes qui, par exemple, proscrivent hein, certains usages ou certains accès à des données, des normes à respecter, tout simplement parce que pour réduire les risques ou pour bien protéger la vie privée. Donc, ces lois hein, dont on parlait doivent évoluer pour dire, bon, dans certains cas, on ne devrait pas les différents acteurs, soit publics ou privés, et on peut faire une distinction entre les deux aussi. Hein. Parfois, je peux vouloir que des chercheurs ou le système de santé aient accès à des données personnelles, mais pas des acteurs privés, hein, parce que leurs finalités sont différentes. Donc, il faut voir aussi quels sont les acteurs et il faut voir aussi quel type de données. Dans certains cas, des données, disons, anonymisées peuvent circuler davantage. Mais encore là, la loi doit évoluer parce que ce qu'on a constaté, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle hein, permettent un pouvoir d'inférence jusque-là inédit. Hein, c'est-à-dire que en croisant des données multiples, et y compris des données qui ont été anonymisées, là, mais en croisant des différentes données, on peut arriver soit à réidentifier la personne, hein, la source des données, ou sans la réidentifier, on peut soumettre hein, disons des profils des différents utilisateurs là, de plateformes à des contenus publicitaires ou autres, parce qu'on aura mis cet utilisateur-là, même si on ne sait pas son nom, par exemple, dans une catégorie donnée, et lui soumettre hein, à répétition des contenus politiques, publicitaires ou autres. Donc, un certain profilage. Et là, je pense qu'il faut débattre collectivement de quels sont ces usages hein, qui nous semblent acceptables, lesquels ne le sont pas. Je vais terminer là-dessus. Sur les données inférées, ça peut révéler des informations extrêmement sensibles hein, sur les personnes. En croisant plusieurs données, on peut inférer avec un très haut taux de probabilité là, de succès, par exemple, l'orientation sexuelle ou l'orientation politique d'une personne. C'est très facile à faire hein, grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique. Au départ, hein, les lois sur la protection de la vie privée, justement, ces théories basées sur le contrôle individuel, ça devrait être aux citoyens de décider si on a envie de révéler ou non son orientation sexuelle ou son orientation politique hein, ou religieuse et ainsi de suite. Et là, la combinaison de l'IA et des données massives peuvent contourner hein, ces lois et ce contrôle individuel en inférant en des propriétés sensibles sur les personnes. Très éclairant. Karim? Oui. Alors, effectivement, il y a des projets de loi, enfin, il y a même une loi, là, le projet de loi 64 qui a été adopté. Au fédéral, il y a des modifications qui sont en cours également pour moderniser l'appareil juridique concernant la protection des données personnelles.
Marc, la loi québécoise s'inspire beaucoup, mais vraiment beaucoup, mais c'est pas un mal, hein, c'est pas une critique du règlement général de la protection des données européen. C'était déjà le cas. Quand on a adopté, le Québec a été la première juridiction d'Amérique du Nord à adopter une loi de protection des renseignements personnels dans le secteur privé at large, en général. Hein, ça date du milieu des années 90. Et déjà à l'époque, la directive de 1995 sur la protection des données personnelles avait été une inspiration. Bon. Il fallait moderniser l'appareillage, la structure, pas tellement le contenu, parce que le contenu, ça reste le même. C'est les principes fondamentaux en matière de gestion de l'information, principe de limitation de la collecte, de la finalité, etc. Il y a des nouveaux concepts qui sont rentrés en jeu, la portabilité des données. Si je change d'opérateur, je dois pouvoir prendre mes données avec moi. Alors ça, c'est un exercice qui est très important et qui est très bien fait. Le problème, c'est que le dentifrice, comme disent nos amis américains, est sorti du tube. Alors, c'est très difficile de le remettre en ce qui concerne la protection des données personnelles. Parce que, évidemment, aux États-Unis, où sont localisés les grands acteurs, il n'existe pas de loi générale de protection des données personnelles dans le secteur privé. En Californie, récemment, ils ont adopté une loi à cet égard. Au niveau fédéral, il n'y a rien. Donc, c'est finalement les grands acteurs comme Google, Facebook, etc., qui, dans leurs fameux Terms and Conditions, imposaient leur vision de la vie privée, qui était une vision, qui était une non-vision, en fait, puisque les données personnelles, c'est leur pain et leur beurre. Alors, évidemment, ils ne voulaient pas limiter cet accès. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que Jocelyn a dit aussi, qu'il faudrait imaginer à un moment donné aussi même ce qu'on n'avait pas fait dans les législations antérieures, parce que les législations protection des renseignements personnels, elle date des années 70, à l'époque où l'informatique était centralisée. Vous aviez les grandes bases de données qui étaient détenues par l'État ou quelques grands acteurs multinationaux. C'était facile. Là, évidemment, la décentralisation a rendu les choses difficiles, mais on est revenu à une centralisation finale. Internet, c'est devenu très centralisé aujourd'hui, ce qui est contraire au rêve initial, puisque vous avez quelques immenses acteurs qui dominent le trafic général, hein, que ce soit Google, Facebook, Spotify, enfin peu importe, là je pourrais les nommer, qui ont vraiment centralisé l'affaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'idée d'avoir des interdictions de principe évoquée par Jocelyn me semble assez importante. Et le règlement européen auquel j'ai fait, le projet de règlement européen auquel j'ai fait référence tout à l'heure envisage aussi cet avenue. On ne veut pas avoir des places publiques cernées de caméras qui peuvent identifier exactement les personnes grâce à la reconnaissance faciale. À part peut-être, comme le dit le projet de règlement, pour retrouver des enfants perdus, choses de cette nature. L'idée du consentement également, qui quand même constitue une armature assez importante de ces lois, est une complète illusion. Pour plusieurs raisons. Pour le fait que les terms and conditions sont très complexes, pour le fait que le consentement a un usage précis peut être valable, mais très souvent, avec ces outils algorithmiques aujourd'hui, cet usage initial il est complètement oublié. Les données servent à de multiples fins. Et c'est pour ça, et certains collègues ont commencé à réfléchir à ça, parce que c'est une vision très individualiste du droit à la protection des renseignements personnels, du droit à la vie privée. Hein. Je suis moi-même, on parlait d'autonomie, Jocelyn parlait d'autonomie, je fais le contrôle de mes données, c'est une vision très années 60, 70. Ben, c'est pas vraiment possible, ça, aujourd'hui. Alors donc, c'est pour ça qu'il n'est pas inintéressant d'envisager le droit à la vie privée, non pas comme un droit tant individuel, qui garderait cette caractéristique, mais comme la possibilité d'un droit collectif, qui pourrait être à ce moment-là utilisé par plusieurs acteurs. Si vous avez 25 000, 30 000 personnes qui contestent les terms and conditions, par exemple, je ne sais pas, de l'opérateur téléphonique, un opérateur téléphonique, en ce qui concerne la gestion des données personnelles, a certainement plus de poids que si vous êtes tout seul et vous dites non. Parce que là, ça devient ce qu'on appelle en droit un contrat d'adhésion. Vous ne pouvez pas négocier ça. T'es avec moi ou t'es sans moi. Alors donc, l'idée d'articuler aussi comme complément à ce droit individuel une perspective collective qui permettra à ce moment-là d'avoir plus de poids dans la négociation, ça, c'est quelque chose qui demande une réflexion. Et je crois qu'il y a là aussi un lien avec la question du statut juridique de la donnée.
je suis de ceux, je ne suis pas seul, même que Jocelyn n'est pas du tout réfractaire à cette idée, de faire de la donnée un bien commun. Bien commun de la connaissance pour la diffusion du savoir, des savoirs, mais même également des données détenues par des acteurs privés, comme Facebook. Parce qu'après tout, ces données, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, les miennes, enfin, je ne suis pas sur Facebook, mais peu importe. Et l'idée de pouvoir justement jouer sur ce statut juridique pourrait avoir des incidences sur la vie privée. Peut-être avoir une incidence positive. Il faudrait y réfléchir, évidemment. C'est en 2 coups de cuillère à peau qu'on ferait ça. Mais il y a quelque chose là qui me semble important et qui permettrait également de dépasser la question de la protection des données personnelles, sur laquelle on focalise beaucoup et qui est fondamentale, qui est primordiale, mais qui est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt des fois. Parce qu'on oublie à ce moment-là qu'il y a d'autres questions qui sont liées justement au statut de la donnée. Et si on se dit, ah bah tiens, j'ai une nouvelle loi sur la protection des données personnelles, ça y est, j'ai réglé mes problèmes. Mais non, d'autres questions, questions sur le contrôle de la donnée, sur sa circulation, liées même à la concurrence aussi, qui peuvent à ce moment-là, à défaut d'être complètement réglées, au moins aborder d'une manière un peu plus large. Merci, très, très éclairant, tant du côté de Jocelyn que de votre côté, Karim. Alors, on va passer à la 3e partie. Elle concerne la place de la Déclaration de Montréal comme outil normatif. Alors, bref rappel, en 2018, avec l'appui de l'Université de Montréal et des fonds de recherche du Québec, des chercheurs et spécialistes du domaine sont parvenus à 10 principes éthiques, 65 sous-principes et 35 recommandations grâce à un processus inclusif et délibératif d'atelier de co-construction citoyenne. Le tout regroupé au sein de documents désignés comme la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Il y avait, entre autres, 10 grands principes. Je les énumère rapidement. Le bien-être, le respect de l'autonomie, protection de l'intimité de la vie privée, solidarité, participation démocratique, équité, inclusion de la diversité, prudence, responsabilité et développement soutenable. Alors, la question que je pourrais poser, Karim, c'est d'une façon générale, quel rôle peut jouer une telle déclaration de principe pour encadrer le développement éthique en contexte juridique? Est-ce qu'elle a un rôle? Est-ce qu'elle elle peut guider les acteurs qui travaillent à améliorer les outils ou les SIA? Absolument. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce type de déclaration fait partie de l'univers des normativités qui contribue à mieux comprendre et à réguler ultimement ces outils. C'est souvent un terreau de réflexion qui pose l'essentiel des problèmes et qui permet à ce moment-là d'envisager à terme ce que j'appelle une régulation plus dure, mais qui, puisqu'elle est en amont de la régulation plus dure, constitue aussi un terrain d'expérimentation. Parce qu'on peut voir justement si certains principes fonctionnent ou pas dans la réalité des choses, si évidemment les acteurs y participent et y contribuent de manière efficace. Alors la déclaration de Montréal, elle n'est pas la seule. Il y a eu beaucoup de, je ne sais pas combien il y en a, là, il doit y en avoir une 50aine, si ce n'est pas plus. Mais ça contribue à une meilleure compréhension des enjeux et à envisager, comme je dis, une régulation plus dure. Mais ça ne doit pas permettre l'attentisme. Parce que, comme je le disais, on sait quand même déjà pas mal de choses. Bon, on ne sait pas tout, évidemment, heureusement. Mais enfin, il y a quand même certaines questions que nous connaissons et qui mériteraient peut-être parfois une intervention un peu plus rapide. Okay. Ça ne veut pas dire que l'outil devient inutile. Au contraire, puisqu'il constitue à ce moment-là très souvent un référent qui permet aux juges même de pouvoir mieux comprendre les faits et comment dirais-je, les effets et aussi le contexte de la règle.
Monsieur Josselin, juste pour repartir du fait que justement, Karim signalait l'existence de nombreuses chartes ou de nombreuses déclarations un peu similaires de par le monde, des déclarations citoyennes, pour le développement d'une conscience démocratique et citoyenne à l'égard des SIA. Quelle autre initiative devrait accompagner la Déclaration de Montréal, par exemple? Je pense que la Déclaration de Montréal et les autres initiatives du genre étaient une première étape à la fois nécessaire et très positive. Et une des particularités de la Déclaration de Montréal, c'est qu'il y avait un volet participatif là, plus important que dans d'autres démarches ailleurs dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu des consultations et des séances de délibération organisées donc avec des citoyens dans différentes villes et régions du Québec. Et ça me semble très, très positif. Là. D'abord, pour prendre le pouls de la population, en tout cas, du moins des espoirs et craintes des participants, et pour aussi sensibiliser le public. Bon, comme Karim, je pense que c'est une première étape importante en ce sens que avant de penser à des modes d'encadrement et de régulation plus durs, plus juridiques, il faut d'abord réfléchir aux valeurs là, qui sont en jeu. Hein. Donc, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous, pour les êtres humains, pour les sociétés? À quoi on voudrait que l'IA contribue positivement? Qu'est-ce qu'on voudrait éviter? Et ça prend une réflexion éthique sur les valeurs pour partir donc cette réflexion. Pour répondre à votre question, donc autant je salue cette démarche et j'ai tenté d'y contribuer, autant il faut réaliser, et là je rejoins un commentaire de Karim, que ce n'était qu'une première étape et ce n'était pas l'étape la plus difficile à franchir dans ce projet d'encadrer de façon éclairée l'intelligence artificielle et les technologies associées. Pour ceux qui ont une bonne expérience en éthique et en éthique appliquée, identifier les valeurs pertinentes, c'est pas l'étape la plus difficile de la réflexion éthique. Hein. Habituellement, on réalise assez rapidement quelles sont les valeurs qui sont en jeu et la difficulté plus importante est d'appliquer les valeurs dans des cas particuliers, donc par rapport à des usages précis de technologies aussi particulières et aussi d'arbitrer les conflits entre les valeurs pertinentes, hein, parce que souvent, il y a des bénéfices attendus, on en a parlé, il y a des risques aussi inhérents et il faut tenter donc d'arbitrer ces conflits ou ces tensions et c'est là c'est ça qui est le plus exigeant dans la réflexion éthique. Donc là maintenant, moi, je pense qu'on est rendu aux étapes ultérieures, c'est-à-dire de traduire ces valeurs dans un ensemble à la fois donc de normes là, de différentes natures. Ça peut être plutôt des normes réglementaires ou ça peut être dans des nouvelles lois. Ça peut même être en faisant évoluer notre compréhension des droits fondamentaux. Et ainsi de suite, et se donner des outils comme par exemple la certification ou l'audit, auditer par exemple des décisions qui sont prises grâce à l'IA. Donc, on est vraiment dans la traduction plus institutionnelle maintenant parce que les usages, eux, ils avancent. Hein. On commence à utiliser de plus en plus l'IA sans qu'on ait encore les garanties suffisantes quant à la réduction des risques dont on a parlé. Heureusement, d'une certaine façon, il y a plus d'obstacles dans le déploiement et dans les usages de l'IA que ce qui avait été prévu. Donc, cette implantation de l'IA dans différents secteurs, elle est souvent plus lente que prévu. On a vu que les avancées dans le système juridique sont quand même assez modestes. Les véhicules autonomes, on ne sait pas encore quand et si on va vraiment pouvoir les déployer sur les routes. En santé, c'est plus compliqué que prévu. Donc, on a encore le temps de se donner d'un cadre réglementaire plus large, mais il faut surtout pas penser qu'une fois qu'on a identifié les valeurs,
que la réflexion éthique et aussi politique et juridique s'arrête là. Le plus difficile reste à faire. Et maintenant, ça nous prend des propositions concrètes pour encadrer des technologies d'intelligence artificielle précises, spécifiques dans certains contextes pour maximiser les bénéfices et réduire les risques. Et ça, on a encore énormément de travail à faire parce qu'on n'y est pas. On ne sait pas bien encore comment répondre aux problèmes de l'explicabilité ou de l'opacité, la question de la discrimination, de la vie privée. Donc, il reste beaucoup à faire en la matière. Il ne faut pas surtout pas penser qu'une fois qu'on a signé la Déclaration de Montréal, qu'on a fait notre part et qu'on peut aller de l'avant pour développer nos produits d'intelligence artificielle. Merci bien. On en arrive à la toute fin de notre du temps imparti et de notre balado. Je vous remercie chaleureusement pour le temps que vous y avez mis, et vos réflexions, c'est-à-dire la générosité dont vous avez fait part tous les deux. Avant que l'on se quitte, est-ce que vous auriez une recommandation pour les générations futures, une recommandation pour les jeunes qui éventuellement vont entendre ce balado? Est-ce que vous auriez chacun une recommandation à faire à ceux qui vont, constituer la génération future? Si je me permets, je dirais que l'intelligence augmentée, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est très bien. Il y a des choses très positives. Il faut rester toujours très prudent parce qu'il y a toujours évidemment des risques qu'il faut évaluer. Il ne faut pas être pris par ce solutionnisme technologique auquel on a fait référence. La technologie règle tout, c'est faux. Et en ce qui concerne la décision, parce que c'est au cœur évidemment des travaux que je conduis, le décideur humain n'est pas parfait, avions-nous dit un peu plus tôt. C'est vrai, mais je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est ce qu'on a de mieux en magasin pour l'instant. Alors, restons conscients de cela. Merci. Merci. Je renchéris en disant effectivement que il faut pas perdre toutefois envers l'humain et surtout envers les sociétés humaines, hein, parce que souvent nos meilleures réponses à nos problèmes les plus profonds sont des réponses collectives et sociales. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a tous aussi des biais. Parfois, on est influencé lorsqu'on prend des décisions par ce qu'on appelle du bruit, là, c'est-à-dire des facteurs complètement arbitraires qui font en sorte qu'on va prendre certaines décisions, pas parce qu'on a des biais, mais simplement parce qu'on est fatigué ou notre équipe de hockey a perdu la veille, et ainsi de suite. Donc, on a des limites, mais collectivement, on s'est trouvé des réponses institutionnelles pour tenter au fond, dépasser ces limites ou réduire les effets pervers de ces limites. C'est-à-dire que souvent, c'est par la délibération avec des collègues. Hein. C'est pour ça que lorsqu'on porte une cause en appel, il va y avoir 3 juges plutôt qu'un juge, parce que les 3 juges vont pouvoir délibérer après avoir entendu les avocats des 2 parties qui présentent les meilleurs arguments en faveur de leur position. Donc, on est tout à fait capable d'élaborer des réponses collectives et sociales, et les outils technologiques peuvent nous aider à prendre des meilleures décisions, mais ils sont au service de l'être humain, et il ne faut pas perdre espoir envers nos capacités de répondre à ces défis de façon collective, hein, sans simplement penser qu'on va simplement se sous-contracter ces problèmes-là à des machines qui ont des limites très importantes pour l'instant. Mm-hmm. Alors, merci. Donc, prudence face au solutionnisme technologique et confiance dans l'humain et dans l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Alors, je souhaite le meilleur dans vos projets respectifs pour la suite des choses.